Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier mardi pour la planète, 1er décembre. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis Isabelle Susini, je suis la directrice du 1% pour la planète France. Il y a une partie de l'équipe qui est en ligne également, qui fait partie de l'audience. Encore merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci d'être à ce premier rendez-vous. C'est une première pour nous. On a plus l'habitude de vous réunir en vrai. On préfère le présentiel, mais c'est compliqué en ce moment, donc on fait autrement. En tout cas, merci de vous adapter à ce nouveau mode de discussion, un petit peu évidemment, qui manque un petit peu de chair et en os, mais on est quand même content de pouvoir le faire parce que ça nous permet de vous réunir, associations qui pitch et mécènes autour de la table, même si c'est virtuel. Justement parce que c'est une première, je vous demanderai à tous la bienveillance qui vous caractérise d'habitude, parce que à la fois voilà, même si on a un peu plus l'habitude des webinaires tous, pour les associations, c'est pas forcément évident de pitcher en ligne. Donc, votre bienveillance pour l'écoute de ces projets est bienvenue, et aussi parce que c'est un nouvel outil qu'on teste. C'est un outil qui est un peu une machine de guerre, mais qui a aussi quelques lenteurs, et notamment parce qu'on va être plusieurs à prendre la parole, et avec pour certains un petit décalage parce qu'on n'a pas tous la même vitesse, la même bande passante. Donc, il peut y avoir quelques petits temps morts, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais en même temps suivre parallèlement. C'est pas je vois que Evrard a déjà posté un problème de son. J'espère que c'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que donc aujourd'hui, ce mardi pour la planète, c'est la première thématique, l'agriculture résiliente. C'est l'agriculture pour la résilience par les méthodes d'agroforesterie, d'agroécologie ou par l'adaptation urbaine. Donc, ce qu'on va voir ensemble avec les 6 associations qui vont vous présenter leur projet, c'est comment est-ce qu'on augmente l'impact de l'agroforesterie par un déploiement à plus grande échelle, par exemple. Comment est-ce qu'on utilise l'expérience des uns pour démultiplier justement cet impact. Comment est-ce que l'innovation peut être au service de l'agriculture, notamment urbaine, ou au service de la biodiversité, d'une meilleure inclusion et d'une résilience globale face au changement climatique. Et puis, évidemment, comment faciliter l'installation paysanne. Donc, je vous propose d'attaquer très rapidement les présentations. Le mode opératoire d'aujourd'hui, c'est très simple. Donc, on a 6 associations. C'est la même chose sur les autres mardis. Chacune a 8 minutes pour présenter son projet. Et puis, elle aura 2 minutes et vous aurez 2 minutes pour des questions-réponses en mode chat. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions au fur et à mesure. Donc, on va commencer cette session. J'appelle Vincent Tarot, qui est coordinateur des animateurs pour la Terre et l'humanisme, s'il veut bien monter sur scène virtuelle. Je vous remercie, Vincent, de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vincent, je vous laisse la parole. Oui, je suis en train de changer mon diaporama. Merci. Voilà. Donc, je veux bien se mettre en plein écran. Voilà. Donc, je suis coordinateur de l'association Animateurs pour la Terre et l'Humanisme. C'est un réseau national d'animateurs en agroécologie qui vise à un changement profond de nos modes de production alimentaire et aussi à mettre l'humain au cœur de la transition écologique. Nous sommes des animateurs et l'animateur va considérer chaque personne, ce qu'elle est, ses valeurs, ses capacités, de façon à l'aider à avancer vers son projet. L'animateur va pouvoir, dans un groupe, rassembler l'expérience du groupe et va générer du collaboratif.
L'animateur, du coup, en fait, nous sommes convaincus que ce mode de transmission, en étant animateur, est plus impactant sur notre public qu'un mode de transmission vertical, un mode de transmission didactique du maître à l'élève. Donc, nous sommes une jeune association qui comporte quand même déjà 189 animateurs sur des territoires extrêmement variés. Il y a des urbains, il y a des ruraux, et elle est animée par 30 bénévoles et un salarié, avec un budget encore modeste, mais qui est constamment en croissance. Et ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, c'est le fait que ces animateurs ont des activités extrêmement variées, d'animation ou de création, de jardins pédagogiques, de jardins thérapeutiques, de jardins partagés, et aussi de l'accompagnement, de la formation, évidemment de paysans, mais aussi de paysagistes. Et comme ils sont la plupart indépendants sur leurs projets, ils font preuve de création et d'innovation pédagogique constante. Et ils sont obligés d'adapter leurs outils à tout type de public, qui vont de la petite enfance à la formation professionnelle, en passant par les personnes en situation de fragilité, en situation de handicap ou en situation d'exclusion sociale. Mais dans leur activité, ils ont peu de possibilités de partager leurs outils, ceux qu'ils utilisent et ceux qu'ils ont créés. Du coup, nous avons eu l'idée de mettre en place une outil tech d'outils pédagogiques pour faciliter la transmission de l'agroécologie. Et pour ce faire, nous allons mettre en place des rencontres de co-formation, donc de partage d'échanges, ce que nous faisons déjà ponctuellement. Et celles-ci vont être dédiées au partage d'outils pédagogiques. Nous savons qu'il y en a déjà beaucoup, au moins une centaine, des jeux de plateau, des vidéos, des expériences, etc. Et puis, nous allons en co-créer aussi pour répondre en fait à certains de nos besoins. Par exemple, nous sommes sollicités par les centres d'accueil de demandeurs d'asile et apprendre le jardinage agroécologique et notamment la vie du sol avec la barrière de la langue. Il va falloir créer des outils pour ça. Et donc, nous allons profiter de ces rencontres pour collecter efficacement les outils. Et l'étape suivante, ça va être évidemment de mettre en place la diffusion. Évidemment par une plateforme numérique qui va nous permettre de très précieuses recherches multicritères, par âge, par taille de public. On va pouvoir rentrer association de plantes, fertilisation organique, etc. Et puis, nous allons utiliser l'outil vidéo parce que certains de ces outils vont être difficiles à expliquer sur le papier. L'idéal, c'est quand même de voir ces animations. Et puis, les fiches pédagogiques vont être regroupées dans un manuel qui sera à l'usage de tous, mais notamment qui va être très utile pour des animateurs qui sont en situation d'exclusion numérique. Et alors, il y en a quelques-uns dans notre réseau, mais on pense aussi à d'autres réseaux, et notamment un réseau voisin du nôtre, puisque c'est un réseau d'animateurs en agroécologie en Afrique francophone. Et puis, avec des partenaires, nous pourrons regrouper ces outils dans un lieu physique, de façon à avoir un endroit de partage. Sur ce projet, les co-formations sont déjà financées par un projet connexe de la Fondation de France et par une contribution des animateurs. Là où nous avons des besoins, c'est pour collecter et formaliser les outils, et puis aussi pour diffuser cet outil tech. Alors évidemment, la plateforme numérique, nous avons déjà un soutien de l'association Terre Humanisme pour la base du site internet, mais il reste encore des choses pour la base de données. Pour le manuel, évidemment, la conception et notamment la conception graphique, et puis évidemment pour les vidéos. Donc au jour d'aujourd'hui, nous recherchons encore 25 590 € pour ce projet. Le projet va se dérouler sur 2 ans. De février à mars 2022, il y aura cette mutualisation par 5 rencontres, donc une dizaine de journées d'échanges et de collecte, de façon à ce qu'en mai 2022, l'outil tech soit en ligne et que les vidéos soient finalisées, et qu'en novembre 2022, le manuel soit édité et que l'outil tech physique soit en place. Ce projet va bénéficier à terme à 500 animatrices et animateurs, évidemment ceux de notre réseau qui est en croissance régulière, mais aussi, je vous en ai dit un mot, des animateurs en Afrique de l'Ouest, et puis évidemment, ça sera ouvert à d'autres animateurs, à d'autres réseaux. Et nous savons déjà que chacun des animateurs de notre réseau et du réseau d'Afrique sensibilise autour de, et forme, sensibilise et forme autour de 350 personnes, et nous savons qu'avec cet outil tech, ça peut avoir un effet démultiplicateur de façon à atteindre
autour de 500, même peut-être plus de 500 personnes par an chacun. Du coup, nous avons l'ambition d'avoir un impact sur 250 000 personnes sensibilisées ou formées chaque année. Nous allons partager autour de 150 outils et peut-être plus, et mettre en place une vingtaine de vidéos. Donc, en résumé, cet outil tech d'outils pédagogiques pour la transmission de l'agroécologie a pour horizon potentiellement tout l'espace francophone et comme cible, in fine, tous les publics et notamment les publics en situation de fragilité. Évidemment, elle est réplicable parce que on va pouvoir ultérieurement y ajouter d'autres outils. Et puis, pourquoi pas, on pourrait aussi la traduire dans différentes langues. Nous en mesurerons les effets, l'impact fin 2023. Et nous savons déjà, grâce au soutien acquis cette année, que le budget de notre association en 2021 sera à minima de 28 000 €. Le budget de ce projet, donc sur 2 ans, étant à peu près de 42 000 €. Et nous avons déjà le soutien de la Fondation de France et de Terre et Humanisme sur ce projet. Donc voilà. Et ben, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie par avance pour vos questions. Merci beaucoup, Vincent. On va voir s'il y a des questions qui vous sont adressées. Je vous invite, amis auditeurs, à poser vos questions à Vincent si vous en avez. Est-ce que Vincent, tu veux profiter de ce temps, éventuellement, de ces 2 minutes supplémentaires pour, en attendant qu'il y ait éventuellement des questions, est-ce que tu veux compléter sur certains points? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais développer? C'est un projet qui émerge de cette communauté en entier et qui a commencé à être réfléchi depuis 3 ans. Il y a un groupe de travail qui a finalisé les objectifs et c'est vraiment une attente principale de cette communauté qui a une très belle biodiversité et qui agit sur beaucoup de fronts en même temps et qui est pas seulement sur vous l'avez compris, sur la partie paysanne, mais aussi vraiment sur vraiment tous les publics et y compris le social et le médico-social. D'accord, merci. Je dois vous préciser, vous avez peut-être vu, pour vous poser vos questions, vous pouvez le faire par chat, mais aussi dans la rubrique questions, qui est à peu près au même endroit. Donc, si vous avez des questions pour Vincent, et s'il n'y en a pas, on va passer peut-être à éventuellement, si Vincent, si tu as terminé, on va donner la parole à… Est-ce que tu as terminé, Vincent? Oui. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Si jamais il y avait d'autres questions, peut-être à la fin. Oui. Merci beaucoup, Vincent. Je vais demander à Fabien Balaguer, qui est directeur de l'Association française d'agroforesterie, s'il veut bien nous rejoindre, monter sur scène. Et en attendant que Fabien nous rejoigne, sachez que si vous avez des problèmes de son, j'en suis vraiment navrée, c'est un système qui fonctionne mieux, Livestorm fonctionne mieux sur Chrome, si jamais vraiment le son était mauvais, et évidemment en filaire. C'est les 2 solutions que je peux vous proposer, ou évidemment, ce webinaire, il y aura un replay ensuite. Donc, vous aurez l'occasion peut-être de le réécouter avec un meilleur son. Bienvenue à Fabien. Bonjour à tous. C'est à vous, je vous laisse Il y a effectivement un peu de délai. Oui, il y a du délai. Mais… Oui. Merci. Merci, à tout de suite. Je vous laisse partager. Je partage, voilà. Mais c'est un peu long apparemment. Pas de problème, vous inquiétez pas, je démarrerai le chrono quand vous aurez commencé. Pourtant, je suis avec Chrome, parce que j'ai effectivement essayé
peu près tous les outils. Le problème, c'est que j'arrive pas à cliquer sur ma fenêtre. Elle est ouverte, votre présentation? Fenêtre, ouais. Sinon, c'est Oui, moi elle qui est peux la ouverte, partager. c'est la seule, mais il faut que je la sélectionne. Vous pouvez, vous? Moi, je peux la partager à votre place, mais du coup, je vais changer les slides pour vous. Alors, attendez, déjà, j'ai essayé. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, ça doit être en mouline. train d'arriver. Oui, c'est parfait. Vous n'avez plus qu'à la mettre en plein écran. Voilà, ça devrait marcher. C'est parfait. Merci beaucoup. Très bien, merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabien Balaguet, je suis directeur de l'Association française d'agroforesterie. Un vaste projet qui a commencé il y a une quinzaine d'années autour de la reconstruction d'une agriculture durable, du sol au paysage. Et on va y revenir très vite. Rapidement, pour nous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on a une petite quinzaine d'années et on travaille donc à l'échelle de tous les territoires de France avec un ensemble de partenaires. Hein. On ne travaille jamais tout seul. Comme toute association, on est là pour associer. Et l'idée, c'est bien de finalement déployer les savoirs et les techniques agroforestières partout en France, en métropole et aussi en Outre-mer. Alors, l'agriculture durable, du sol au paysage, l'agroforesterie, en fait, c'est ça, hein, si on le résume. Vous croyez peut-être que ce n'était que de la plantation d'arbres dans les champs. En fait, il faut s'enlever cette idée de la tête. L'agroforesterie, c'est une agriculture de la photosynthèse. Il y a 2 tiers d'agronomie et 1 tiers d'aménagement du territoire, de gestion de ressources, par et avec l'arbre, tout simplement parce que quand on veut maximiser la photosynthèse, on va finir par empiler des plantes et utiliser des plantes géantes qu'on appelle des arbres. Mais ce n'est évidemment qu'un élément dans le système, un élément d'amplification, on va dire, de tout ce qu'on peut faire au niveau du sol avec la fameuse couverture végétale. Et on est donc bien sûr sur une agriculture de la photosynthèse, donc très intensive, hein, finalement en création de biomasse, hein, puisque c'est là-dessus qu'est indexée toute la productivité. Et ça nous permet une augmentation substantielle de la production, mais aussi une amélioration de tous les bilans, qu'ils soient hydriques, qu'ils soient le bilan carbone, le bilan azote, et éventuellement même le bilan financier à la fin de l'année. Quelques éléments de contexte en plus qui me semblent importants, même si vous le savez sans doute. L'état de la ferme France, on a aujourd'hui 400 000 agriculteurs dans ce pays. C'est 4 fois moins qu'il y a 35 ans, alors qu'on a une population qui augmente sans cesse. Et évidemment, on a donc une dispersion forte de la capacité d'innovation dans ce pays qui est à peu près toujours aussi grand, même si les surfaces agricoles diminuent un peu. On a de moins en moins de monde pour relever le défi et le challenge de l'agriculture durable au XXIe siècle. Alors, les choses avancent bien quand même, malgré tout. Il ne faut pas noircir le tableau. On a eu en 2012 le lancement de ce qu'on appelait le projet agroécologique pour la France par le ministre Stéphane Le Foll. Et depuis, il y a évidemment pas mal de petits groupes, petits ou moins petits d'ailleurs, d'agriculteurs innovants qui réinventent le métier et qui essaient d'écrire le livre de l'agriculture du XXIe siècle. Alors, le problème de ces groupes-là, c'est qu'ils sont assez isolés finalement les uns avec les autres et qu'ils n'ont pas forcément tous les outils de travail en commun. Et donc, c'est finalement le sujet du jour, c'est ce qui m'amène à vous aujourd'hui pour vous parler d'une méthode et d'un outillage spécifique dédié aux agriculteurs pour finalement réussir à travailler ensemble en équipe, comme tout salarié de France, comme tout travailleur de France en tout cas. Alors historiquement, nous on est spécialisé dans l'animation de groupes dans les territoires, avec un programme qui s'appelle Agro, qui vient du Sud-Ouest, qui a été, je dirais, dimensionné dans le Sud-Ouest et qui aujourd'hui se déploie partout en France à l'échelle des bassins hydrographiques, des découpages des agences de l'eau, en gros. Et l'idée, et évidemment, on a la preuve que ça marche, c'est évidemment de réunir des gens et d'agréger des morceaux de solutions. Tout système confondu, tout label, toute taille d'exploitation, mais l'idée, c'est d'arriver à refaire du développement local, là où les gens se trouvent, en fonction de leurs problèmes.
Évidemment, on a vu une évolution forte du coup du métier de conseiller agricole, hein, puisqu'ils sont devenus des animateurs. Ils animent des groupes, ils collectent pas mal de pratiques, de retours d'expérience, ils coordonnent des expérimentations et surtout, en bas à droite, ils s'adaptent à des nouvelles techniques de communication, notamment digitale. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, parce que pour accélérer le changement, pour améliorer l'impact à l'euro investi et au temps aussi qu'on y investit, puisqu'on est contraint, vous le savez, par à la fois les moyens financiers, mais aussi le temps qui passe, hein, tout ça est quand même une grande situation d'urgence, eh bien, on a besoin d'outils, finalement, qui ne vont pas révolutionner le monde, hein, ce n'est pas un outil miracle, c'est simplement un outil d'animation et d'amplification de ce qu'on peut faire, je dirais, avec un papier, un crayon et nos petits bras. Donc, je vous présente l'outil Landfiles, qui est déjà un petit peu répandu parce qu'on a déjà testé ça depuis 1 an ou 2. Et l'idée, c'est effectivement, encore une fois, d'être un outil à l'usage des communautés, alors des agriculteurs eux-mêmes et évidemment de leurs animateurs, de leurs accompagnateurs techniques. Ce que vous voyez là, si on revient au début, en fait, hein, c'est un agriculteur, accessoirement agroforestier, accessoirement très souriant. Et vous avez aussi, si vous regardez bien, le premier outil de travail de l'agriculteur, qui est là entre ses deux oreilles et derrière ses lunettes, c'est-à-dire son cerveau, sa matière grise. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que c'est cette matière grise-là qui nous permet aujourd'hui d'avancer. C'est elle qui crée l'agriculture de demain. Il n'y aura pas d'autres outils miracles. Hein. Et le gros problème, évidemment, c'est que cette matière grise, on l'a vu, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc, je dirais que la matière grise au kilomètre carré, dans les campagnes, elle ne va pas en augmentant, évidemment. Pour autant, on peut la connecter, hein, donc, alors de façon, je dirais, physique, mais aussi digitale, encore une fois, on est dans le numérique. C'est le numérique qui nous permet d'ailleurs d'avoir cette rencontre aujourd'hui, donc c'est évidemment dans l'air du temps. Et l'idée, c'est simplement ça finalement, c'est de créer le plus grand cerveau collectif des agriculteurs pour leur permettre, jour après jour au quotidien, au fil de l'eau, de partager leurs observations, leurs questions, leur suivi d'essais, hein, des essais au champ, parfois pas toujours formalisés, mais qui en tout cas sont des retours d'expérience intéressants. Et puis c'est un outil qui permet derrière, évidemment, de faire tout ce qu'on veut avec ce qu'on collecte, hein, donc de faire des synthèses, de tirer des tendances, d'effectivement faire émerger de nouvelles questions. Et ce que vous voyez à droite, c'est la vulgarisation de tout ça, puisque évidemment, entre l'outil d'animation qui est un peu techno, je dirais, est réservé à des utilisateurs spécialistes, hein, c'est un outil, encore une fois, pour les professionnels, eh bien, on a des sites qui peuvent être finalement branchés dessus et qui permettent de vulgariser les pratiques et les évolutions d'exploitation partout dans les territoires. Et donc ça, c'est des choses qu'on a fait un petit peu dans certains territoires, pas dans tous. Ce qu'on a fait aussi de façon ponctuelle pour le moment, ce sont des sites, je dirais, de vulgarisation pour aller jusqu'au produit fini et jusqu'aux chaînes d'approvisionnement, alors éventuellement de certains magasins, de certains restaurants. L'idée, toujours pareil, hein, c'est de refaire de ce sujet un sujet de société, ce n'est pas qu'un débat technique. Et donc voilà, on a besoin d'impliquer tout le monde. Alors rapidement, puisque je vois que le temps file, normalement, vous avez dépassé, donc juste par équité, si vous voulez bien. Alors, merci. Oui, donc rapidement, donc on a un déroulé en 3 étapes avec un challenge des agriculteurs en transition qui démarrera en avril. La vitrine des groupes de progrès, c'est l'amélioration de l'existant et puis des plateformes régionales pour l'alimentation durable. On prévoit un doublement en 2021 des usagers. Voilà, jusqu'à 6 000 agriculteurs innovants impliqués. Et puis, en termes financiers, je dirais purement et simplement, vous verrez ça peut-être plus en détail s'il y a un replay ou s'il y a une diffusion du diapo.
Mais voilà, on a deux actions, hein, du développement outils et puis de l'animation. Et il reste aujourd'hui à peu près 100 000 € à financer sur l'année 2021. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Fabien. On va demander à la salle qui nous écoute si vous avez des questions. Et en attendant les questions, s'il y a des choses justement que vous n'avez pas eu le temps de développer. Alors, je regarde en même temps, hein, pardon. Alors moi, je ne vois plus rien là, mais… Alors, je vais voir hein, si je vois la question. Alors, j'ai une question de Chloé Templier qui demande: est-ce que l'agroforesterie existe depuis longtemps et les connaissances se sont perdues et il faut maintenant les remettre en place, ou y a-t-il des pratiques innovantes qui n'existaient pas avant? C'est les deux à la fois. L'agroforesterie existe depuis que l'agriculture existe, puisqu'en fait, c'est la même chose et ça a été la même chose jusqu'à il y a à peu près 50 ans. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin du mot à une époque, on parlait d'agriculture, hein, mais en fait, il y avait partout des arbres parce que ça faisait partie du sujet et c'était bien un outil de production à part entière. Voilà. Pour autant, il y a évidemment plein d'innovations tous les jours sur le terrain et en tout cas, il y a beaucoup de savoir à recréer, ça déjà c'est sûr, et puis à réadapter au contexte et aux réalités du quotidien, puisque aujourd'hui, on doit aussi mécaniser, hein, ce qui n'était pas le cas pendant pas mal de siècles, je dirais, précédents. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre question pour Fabien? Et s'il n'y en a pas, on va passer à la présentation de Denis Loubaton. Merci beaucoup, Fabien, pour cette présentation. Et on va laisser la parole à Denis Loubaton, qui est secrétaire adjoint de l'association Les Amis du Jardin du Ruisseau. Bienvenue, Denis. Bonjour. Bonjour, je vous laisse. L'écran. C'est parfait, merci beaucoup. Il mouline là pour chercher le PowerPoint, je pense. Peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter en attendant? Oui, bien sûr. Je m'appelle Denis Loubaton. Je suis l'un des fondateurs de l'association Les Amis des Jardins du Ruisseau, que j'ai présidé durant 20 ans. Et je voudrais aujourd'hui vous présenter notre nouveau projet, la Serre du Ruisseau. Voilà. Alors, est-ce que… ah ben voilà. Voilà. OK. Voilà. C'est parfait. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Bon, depuis qu'ils ont été conçus en 1998, les Jardins du Ruisseau ont démontré combien le jardinage est un puissant levier pour favoriser le vivre ensemble, pour transformer et adapter la ville aux défis qu'elle rencontre. L'association Les Amis des Jardins du Ruisseau rassemble plus de 330 familles adhérentes et de nombreux partenaires associatifs, écoles, associations d'insertion. Mais entrer dans un jardin associatif n'est pas évident pour tous les habitants. Encore moins pour certains habitants de quartiers populaires ou multiculturels comme celui de la Porte de Clignancourt. Comment les sensibiliser à des questions environnementales, urbaines, sociétales, que toutes les personnes ici réunies partagent, mais dont beaucoup de ces habitants sont éloignés? Comment les rendre acteurs de l'amélioration de leur environnement? Pour atteindre ce but, nous avons décidé de sortir de la tranchée de la petite ceinture où s'étaient déployés jusque-là les jardins du ruisseau. Nous avons décidé de créer un outil que pourront s'approprier les habitants. Une serre bioclimatique verticale, rotative et participative. Lieu de production de semis, la serre du ruisseau se veut un laboratoire d'écologie sociale et urbaine. Les jardins du ruisseau sont le plus ancien et le plus grand jardin partagé de Paris. Tout a commencé en 1998, il y a plus de 22 ans. Un groupe de riverains et d'habitants de la Porte de Clignancourt se sont attelés pour réhabiliter l'ancienne petite ceinture ferroviaire. Durant toutes ces années, ces bénévoles ont réussi à transformer ce qui était devenu une décharge à ciel ouvert en une oasis urbaine en plein Paris. Fort donc de notre expérience de mobilisation, nous avons décidé de sortir de la tranchée afin d'agir dans l'espace public et d'atteindre de nouvelles populations.
Les jardins du ruisseau se trouvent au centre de plusieurs quartiers prioritaires du nord de la capitale. Pour rendre visible cette impulsion, pour disséminer dans tous les quartiers, pour végétaliser la ville, nous avons décidé de construire un lieu totem, une serre. Notre ambition est que les habitants, les écoles, produisent eux-mêmes des semis, pour que tous deviennent acteurs de la végétalisation de leur résidence, de leur cour, de leur balcon, de leur quartier, de leur ville. La serre du ruisseau se veut exemplaire dans son geste architectural, innovante et sobre dans ses techniques de construction. Le réemploi du châssis pour les façades, le réemploi de briques pour le pavement herbé et la perméabilisation des sols, un récupérateur d'eau de pluie pour l'arrosage et pour les toilettes, des panneaux solaires. La ville de Paris nous a confié un square, une petite parcelle de 125 mètres carrés, très bien exposée mais entourée de bâtiments. Pour tenir compte des contraintes foncières propres à Paris et à rebours des serres que nous connaissons, nous avons imaginé une serre verticale. Et plutôt que de créer des coursives pour aller chercher la lumière, nous l'avons voulu rotative. Rotative afin que les étagères à semis fassent des révolutions pour aller chercher la lumière, qu'elles tournent sur elles-mêmes en continu comme des carrousels. Il y aura donc 3 grands carrousels qui supporteront les étagères à semis et qui seront propulsés en partie par les panneaux solaires qui couvrent le toit. Haute de 10 mètres, la serre du ruisseau sera translucide sur 3 façades et ouverte sur la rue, pour revendiquer la place de la nature, pour inciter chacun à s'interroger, pour donner envie d'y rentrer. Car, en plus d'être un lieu de production de semis, la serre sera aussi un lieu de rencontre, de transmission, de partage. On accueillera le public, des groupes, des classes, pour des animations, des conférences. On accueillera encore plus de monde en ouvrant grand les baies sur le rez-de-chaussée. Et nous avons tenu à l'équiper d'une cuisine pour organiser des moments conviviaux, des animations autour de l'alimentation. Pour les façades translucides, nous aurons besoin d'identifier des gisements de réemploi pour les châssis. Pas moins de 140 mètres carrés à trouver et à rénover. Participer au Mardi pour la planète est une formidable opportunité pour nous pour trouver parmi vous des mécènes, des entreprises qui nous ouvriront des gisements ou nous aideront à en trouver. La façade nord, le long du boulevard des Maréchaux, sera, elle, plus opaque. Elle s'alignera et se fondra avec le bâti de la rue, avec juste des ouvertures, comme un calendrier de l'Avent qui permettront de voir le mouvement en continu des étagères à semis. La façade nord sera réalisée avec des briques, paille et terre. La réalisation de ces briques nous offrira l'occasion de proposer des chantiers participatifs aux habitants. Ils deviendront ainsi les bâtisseurs de la serre du ruisseau. Le projet est innovant. Une serre verticale et rotative en plein Paris. Il est ambitieux. Rendre les Parisiens acteurs de la place de la nature en ville. La construction et la mise en service de la serre représentent un budget de 623 000 €. 50% sont déjà acquis. Les mécènes que nous contactons sont désireux d'investir dans des programmes de fonctionnement, mais peu proposent de financer la construction, qui est notre priorité. C'est pour ça que nous avons besoin de votre soutien. Celui-ci peut prendre 2 formes. Financières, bien entendu, mais également en nature, en nous ouvrant les portes de vos entreprises ou d'entreprises amies pour les matériaux de réemploi. Nous avons obtenu le permis de construire. Les prochaines étapes sont la consultation des entreprises et l'achat de matériaux, la construction, incluant les chantiers participatifs. L'ouverture aura lieu au premier trimestre 2022. Voici les principaux chiffres. Et nous tenons à remercier tous nos partenaires et amis qui nous ont fait confiance en nous offrant leur soutien. La Ville de Paris,
la région Île-de-France, le FDVA, la Caisse des dépôts, la Fondation de France, la Fondation Léa Nature. Et demain, nous l'espérons, 1% pour la planète. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Denis. Très, très claire présentation, merci beaucoup. On va laisser la place à quelques questions. J'en ai une première à partager avec vous, Denis, de Chloé Templier également. Est-ce que ce type de serre en mouvement existe déjà ailleurs? Vous êtes-vous inspiré de projets existants? Oui, il y a beaucoup de serres verticales en Asie, à Singapour et à Hong Kong. Voilà, c'est certainement une des sources d'inspiration. On a également une question de Aurélien Pierre. Quels sont les gisements de réemploi recherchés? C'est surtout les châssis, 140 mètres carrés de châssis, avec des châssis en bois, bien sûr, si possible de double vitrage, et dans le cadre de rénovation, de résidences, d'immeubles, il y a souvent un dépôt des châssis. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions éventuellement? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous auriez envie de rajouter, Denis, en quelques secondes? Écoutez, non, mais je pourrais raconter des heures autour de ce projet. On est en train de travailler beaucoup avec tous les bailleurs sociaux qui sont très, très nombreux autour du quartier où se trouvent les Jardins de Ruisseau, Paris Habitat, France Habitation, pour essayer de proposer d'accueillir dans la serre des habitants de ces résidences du parc social et que l'animateur de la serre les accompagne dans leur résidence pour créer des potagers, des jardins partagés. Tout cela dans le but de décloisonner des fractures invisibles, mais pourtant très, très présentes dans l'urbanisme parisien du nord de Paris, quoi. Et donc, la serre de Ruisseau est vraiment un endroit de rencontre, de partage et de disséminer tous les semis qui pourraient être produits là. Merci beaucoup, Denis. Donc, la personne qui vous a posé la question tout à l'heure, qui est membre 1%, Pierre-Aurélien, il va se mettre en relation avec vous, enfin, vous pouvez vous mettre en relation par rapport au gisement de réemploi. Donc, comme ça, c'est bien. Il y aura déjà cette partie-là qui pourra se mettre en route. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation. Et on va passer la parole à Everard Vandenbaum, qui est le président de Nature Évolution. Si Everard, tu peux nous rejoindre, c'est parfait, ça mouline. Oui. Alors, moi, bienvenue. On te voit aussi, on t'entend, on voit même un feu de cheminée derrière toi. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Ouais, on voit la présentation et puis du coup, je vais démarrer le chrono et te laisser commencer. À tout à l'heure. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Everard Vandenbaum, je suis le président de Nature Évolution, une association créée il y a 12 ans maintenant dans le but d'œuvrer à la protection de la biodiversité. Nous avons choisi dès le début de concentrer nos efforts sur des régions qu'on appelle les derniers mondes perdus. Ce sont des milieux naturels exceptionnels, largement méconnus, situés dans les régions parmi les plus inaccessibles de la planète, mais qui sont surtout parmi les plus riches en biodiversité et qui ne sont malheureusement, malgré leur éloignement, pas à l'abri des dégradations et des destructions actuelles. Notre objectif, c'est de les protéger, bien sûr, avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes toujours une relativement petite équipe en France, avec moins de 10 personnes permanentes, mais nos équipes à l'étranger sont, elles, constituées de plus de 50 salariés aujourd'hui. Nous avons débuté nos actions par des missions scientifiques dans les massifs du Mackay à Madagascar, les fjords du Scoresby au Groenland ou les karstes du Konawe sur l'île de Sulawesi en Indonésie. Des expéditions qui ont donné lieu à des documentaires, des livres, des conférences, des expos. Enfin, peut-être en avez-vous vu quelques-uns. Depuis ces expéditions, en gros, à l'exception du Groenland, on travaille toujours sur ces mêmes territoires, mais on y a déployé aujourd'hui des projets de conservation très divers. Alors des projets de reboisement, de suivi écologique, de sensibilisation bien sûr, mais aussi parce qu'on a pris conscience que tout projet de conservation qui ne bénéficie pas aux communautés locales est voué à l'échec, des projets orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations vivant autour de nos sites d'intervention. Nous travaillons donc au développement d'alternatives économiques telles que l'écotourisme, l'apiculture, l'agroforesterie, le recyclage des déchets aussi.
ainsi qu'à l'amélioration de l'accès à l'éducation, à l'eau, aux soins, etc. Mais bon, mon temps de parole étant un peu court pour vous décrire toutes ces actions en détail et vous expliquer les raisons pour lesquelles nos actions sont si variées, je vous invite à visiter notre site internet si vous voulez en savoir plus. Mais dans ce pitch, je dois vous parler plus précisément d'un projet de sécurisation alimentaire. Et pour ce faire, je vous emmène à Madagascar, et plus précisément autour du massif du Macaï, que nous connaissons bien puisqu'il a été notre premier site d'intervention. Il est même à l'origine de la création de Nature Évolution. Le Macaï, d'abord, pour ceux qui n'y seraient pas familiers, c'est une forteresse géologique, un joyau de la nature qui était pratiquement inconnu jusqu'en 2010 et qui protège une biodiversité unique. C'est un véritable sanctuaire de vie sauvage. C'est aussi un des plus beaux paysages de la planète, tout au moins de mon point de vue, et donc c'est un paradis grand comme la moitié de la Corse, que nous avons pu faire classer comme aire protégée biologique et culturelle en 2017, et dont nous avons été nommés gestionnaires, mais qui est malheureusement en train d'être détruit, notamment parce que les conditions de vie des communautés se détériorent continuellement. Et d'ailleurs, alors qu'il est un château d'eau indispensable pour des centaines de milliers de personnes qui vivent aux alentours dans un quasi-désert. Nous avons notamment constaté ces dernières années que la menace principale sur les écosystèmes du Macaï n'est plus les feux de brousse, mais l'installation temporaire et de plus en plus durable de groupes de plusieurs dizaines de villageois dans ces forêts. Lors de ces installations, en l'espace de quelques semaines, on peut voir des groupes de lémuriens entiers décimés, des pans de forêt abattus ou brûlés pour aménager des parcelles de culture ou pour collecter du miel ou des tubercules. Ces mouvements de population, ils sont clairement dus à des périodes de famine, elles-mêmes dues à l'augmentation démographique, bien sûr, mais aussi et surtout à une dépendance totale au riz. Or, ce dernier est extrêmement vulnérable aux maladies, aux invasions de criquets, aux aléas climatiques, et surtout, il nécessite énormément d'eau. Et malheureusement, pour couronner le tout, sous l'effet du réchauffement climatique et de la déforestation, on observe ces dernières années à Madagascar, et notamment dans le sud-ouest, où se situe le Macaï, une diminution drastique des précipitations. Les réserves de riz arrivent pratiquement toujours à épuisement avant la récolte suivante, faisant grimper le cours du riz. À titre d'exemple, en septembre dernier, le cours du riz a explosé de 250% dans le Macaï. Ces situations ne laissent évidemment aux villageois aucune autre option que de prendre le chemin de la forêt pour trouver de quoi se nourrir et survivre. Avec le projet Graines de Changement, nous proposons d'accompagner 2 villages dans la lutte contre ce phénomène et de protéger par la même occasion les 2 bassins versants forestiers les plus impactés par ces pressions anthropiques. Pour ce faire, nous proposons d'une part de créer des potagers et rizières-écoles afin de sensibiliser et former les communautés, en particulier les enfants, à des techniques de riziculture alternatives dites SRI, offrant un plus haut rendement et nécessitant beaucoup moins d'eau, ainsi qu'à l'usage de semences variées, capables de répondre aux besoins lorsque le riz viendra à manquer. Nous proposons d'autre part de créer des cantines scolaires gratuites, alimentées par les potagers et les rizières-écoles, afin de favoriser la scolarisation et de sensibiliser les enfants à la consommation d'autres aliments plus nutritifs et dont la culture est moins gourmande en eau. Et enfin, nous proposons de mettre en place des greniers communautaires dans le but de mieux maîtriser les stocks et de pallier l'inflation du cours du riz. En apportant cette sécurité alimentaire aux communautés locales, ce projet vise à diminuer les pressions anthropiques sur les forêts du Macaï. Il apportera donc un double bénéfice social et environnemental. Les bénéficiaires seront bien sûr dans un premier temps les différentes équipes embauchées, agriculteurs, cuisiniers, techniciens, formateurs, etc., ainsi que leurs familles. Il bénéficiera aussi aux 200 écoliers des villages concernés qui pourront recevoir des repas gratuits à la cantine, ce qui soulagera d'autant leur famille, et qui auront ainsi droit à l'éducation et sans doute à un avenir moins précaire. Et enfin, il bénéficiera à l'ensemble des villageois qui pourront recevoir des semences et des formations gratuites pour améliorer la diversité et le rendement de leurs propres parcelles. Pour assurer la réussite de ce projet, nous avons ciblé pour commencer 2 villages pilotes que nous connaissons bien, avec laquelle nous avons d'excellentes relations pour y avoir déjà construit des écoles, formé des guides et des éco-gardes, mis en place des ruchers, développé des pépinières pour le reboisement, etc. Dans l'un de ces villages, nous avons même déjà créé un potager en 2019 dans le cadre d'un premier projet pilote. En ce qui concerne le planning, la semaine dernière, les agriculteurs recrutés ont déjà suivi leur première formation à Antananarive et le projet est donc déjà lancé de notre côté. Notre objectif est qu'à l'automne 2021, toutes les infrastructures soient parfaitement opérationnelles, les potagers, les rizières, les greniers, les cantines, et tous les acteurs parfaitement formés, afin que les 12 mois suivants soient intégralement dédiés à la diffusion des techniques et à la sensibilisation des habitants. Si la phase 1 se développe bien, nous prévoyons un déploiement de ce même projet dans 2 autres villages, qui nous permettront de couvrir 2 autres des plus importants bassins versants forestiers du Macaï, ce qui permettra alors de limiter largement les menaces sur pratiquement 50% du couvert forestier du massif. Nous estimons le coût total de ce projet à 70 000 €. Il comprend la construction
et l'équipement des 2 cantines et 2 greniers, l'aménagement des 2 rizières et 2 potagers, tous les salaires bien sûr, les différentes formations sur place et à Tana ou ailleurs, les frais de déplacement et les études de faisabilité. Nous avons déjà reçu le soutien de plusieurs partenaires à hauteur de près de 30 000 €. Et grâce à nos actions d'éco-volontariat notamment, nous apportons également 14% de ce budget en autofinancement, soit 10 000 €. Il nous manque donc environ 30 000 €, soit 44% du budget, pour pouvoir déployer toute la première phase de ce projet. Ces fonds que nous espérons collecter avec cette campagne et avec votre aide permettront notamment de construire les bâtiments et d'acheter toutes les fournitures nécessaires pour les cantines et greniers communautaires, de former les cuisiniers, de mener des missions de sensibilisation sur la nutrition et la gestion des ressources naturelles, de garantir l'approvisionnement en vivres des cantines dès le début aussi, au cas où les récoltes des rizières et des potagers écoles ne seraient pas tout à fait suffisantes au départ, et enfin d'assurer le suivi et le fonctionnement de l'ensemble pour que le projet puisse être pérenne. Je vous remercie pour votre écoute et votre intérêt. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à jeter un œil aux annexes et notamment à une vidéo que vous trouverez dans le Drive que vous a mis à disposition Isabelle. Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter directement. J'en profite pour remercier le 1% et sa super équipe pour son travail de mise en relation et de mise en valeur de nos projets. J'en profite également pour remercier nos partenaires 1% pour la planète qui sont de loin les plus constants depuis 10 ans. Le Festival international du film et du livre de La Rochelle, Alpiso Rénov, La Fuma, Compilatio ou encore Yellow Working notamment. J'espère que cette petite communauté pourra grandir encore parce que nous en avons clairement besoin, notamment en ce moment. J'en profite enfin, il me reste rien, mais je prends 10 secondes pour vous dire que nous avons actuellement 2 expos ouvertes, une au Muséum du Havre jusqu'à la fin de l'année et une autre toute neuve et particulièrement chouette au Musée des Confluences à Lyon jusqu'en août prochain, intitulée Macaille, un refuge en terre malgache. Je m'arrête là. Je vous laisse la parole et je suis à l'écoute de toutes les questions. Merci beaucoup, Évrard. C'était très intéressant. Merci infiniment. Tu as bien tenu le timing. Il reste encore 1 minute et quelques pour d'éventuelles questions. Si dans l'Assemblée, il y a des personnes qui ont des questions pour Évrard ou si tu veux profiter de ces quelques secondes supplémentaires. Tu disais d'ailleurs par rapport au Drive, donc je partagerai les liens pour avoir accès à vos annexes, aux annexes de toutes les associations, aux mécènes qui ont participé. Donc ça sera fait. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je voulais juste indiquer que cette année a été particulièrement dure pour les écosystèmes tropicaux, notamment du fait de l'arrêt du tourisme. Hein. C'est pas une mince conséquence pour l'environnement, malheureusement. Et en ce qui concerne le macaï, en l'occurrence, on a vu quand même une augmentation très forte, puisque c'est une multiplication par 3 d'une part des dégradations sur les forêts, d'autre part de l'inflation du riz, comme je le citais tout à l'heure, et puis de l'insécurité tout court, c'est-à-dire du fait que la vie là-bas devienne carrément dangereuse. Voilà, donc ce projet de sécurisation alimentaire a vraiment beaucoup de sens. Sans aucun doute. Merci. Merci beaucoup, Évrard. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer au projet suivant et merci pour tes remerciements pour l'équipe. On apprécie. On va passer la parole à Clotilde Bateau, qui est déléguée générale de l'association SOL. Bonjour. Bienvenue Clotilde. Bienvenue et je te laisse la parole. Alors. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? C'est parfait. Parfait. Et bien alors, donc, je m'appelle Clotilde Bateau, je suis déléguée générale de l'association SOL, Alternative agroécologique et solidaire, qui agit depuis 40 ans en France et à l'international pour la satisfaction des besoins essentiels des agriculteurs et à la revalorisation de leur rôle dans la société. Du coup, c'est vraiment une mission au service de la transition agricole et alimentaire via les méthodes de l'agroécologie paysanne et particulièrement sur la question des semences, de l'autonomie, notamment la question de l'installation dont on va parler aujourd'hui et de l'agroécologie. On reste aujourd'hui une structure à taille humaine qui est composée notamment de 8 salariés avec un budget moyen de 500 000 € et 4 modes d'action
Donc, évidemment, des actions de terrain en partenariat avec des partenaires locaux. En 2020, c'était 8 projets donc, sur nos différents territoires aux côtés de 19 partenaires. Également, donc, la mise en réseau des acteurs de la transition, on va en parler aussi tout à l'heure. La création d'outils pour sensibiliser et semer. On vient, par exemple, de sortir une bande dessinée dont certains d'entre vous, d'ailleurs, ont peut-être déjà reçu par la poste ou ça ne saurait tarder. Également, donc, le dialogue avec les pouvoirs publics en lien avec les collectifs nationaux dans lesquels on s'engage. Je suis notamment trésorière de la plateforme pour une autre PAC et on siège à différents comités de direction de plusieurs collectifs qui agissent à la fois en France et à l'international sur les questions de transition agricole et alimentaire. Du coup, le projet que je vous présente aujourd'hui s'appelle Passerelle paysanne. Il part en fait d'une expérience qu'on mène depuis 2015 aux côtés des agriculteurs français, en partant du constat que 40% de nos agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 2022, sachant que tout à l'heure, Fabien l'a dit, bon nombre d'entre eux, de la masse d'agriculteurs a déjà largement disparu. Et donc, il y a un besoin urgent de renouvellement des générations et pour ce faire, donc d'accompagner ces futurs paysans. Donc, depuis 2015, on a d'abord expérimenté sur le terrain un parcours d'accompagnement et d'installation qui a permis, à l'issue de 3 ans, d'installer 17 personnes non issues du milieu agricole. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont soutenu ce projet qui s'appelle Bioferme. Et c'est via cette expérience qu'on a créé ce nouveau projet Passerelle paysanne. En fait, donc, on est parti du constat que l'installation, c'est un vrai parcours du combattant, particulièrement pour ce public non issu du milieu agricole, alors que justement, il représente l'avenir de notre agriculture et de ce modèle d'agroécologie qu'on soutient. En sachant que pour nous, la formation de terrain est une clé pour l'installation et notamment la formation de pair en pair, c'est-à-dire de paysans déjà installés à futurs paysans. Et donc ça, il faut savoir que ce n'est pas du tout quelque chose qui est proposé par les formations conventionnelles. Or, il en existe énormément aujourd'hui en France et elles sont très, très peu reconnues. Du coup, donc, on a monté ce projet en copilotage avec plusieurs organisations paysannes dans un objectif de se compléter et de répondre à tous les challenges de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, on verra tout à l'heure. Donc, ce projet, il est en comité pilotage avec Terre de Liens, donc spécialiste du foncier, la FADEAR, spécialiste des questions d'installation, les réseaux CIVAM, spécialiste des questions de transition agroécologique, le réseau Reneta, spécialiste des espaces tests, donc on se teste directement sur la terre, et le réseau des CREFAD, qui est un réseau de formation professionnelle qui utilise l'éducation populaire pour former les futurs paysans. Et donc, avec eux, pour assurer la formation et l'accompagnement de ces futurs paysans, on a développé 3 actions. Donc, la première, capitaliser et valoriser, c'est une action de recherche-action pour aller rechercher tous les parcours d'accompagnement innovant qui fonctionnent et quelles sont les clés de réussite de ces dispositifs, mais pas que, aussi les chiffres clés de l'installation des gens non issus du milieu agricole. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, au pôle d'accueil installation national, c'est à peu près 13 000 personnes par an qui se présentent. Or, on ne connaît pas du tout quels sont les profils de ces personnes-là. Donc, il y a un gros travail de capitalisation puis de valorisation d'outils à faire sur ça. Ce projet de recherche-action, il est appuyé par un comité scientifique qui est composé de chercheurs spécialistes de l'installation paysanne qui se situent un peu partout
en France. Et ce qui est important pour moi de vous transmettre aujourd'hui, c'est que cette recherche-action, elle ne terminera pas au placard. C'est quelque chose qui est important à dire, parce qu'on a un peu des fois cette image de l'aspect recherche dont personne va parler, puisque cette recherche-action va nous servir à créer une boîte à outils pour un accès simplifié à l'information des porteurs de projets, donc ces fameux futurs paysans, aux ressources utiles, donc avec des outils numériques qu'on va vouloir assez attrayants et audacieux. Donc la création d'un site internet, des monographies, des webinaires, des mises en valeur de certains parcours qui nous seront parus être les plus vecteurs de changement, voilà, une cartographie de toutes les formations qui existent, des infographies, des vidéos de témoignages. Voilà, donc ça, c'était pour l'action 1. L'action 2, c'est sensibiliser et mobiliser. Donc, pour nous, c'est valoriser et diffuser, bien évidemment, cette boîte à outils à l'échelle donc nationale, mais c'est aussi faire dialoguer et mobiliser sur ces enjeux via l'organisation de 3 journées à l'intérieur de fermes parcours pour sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux de l'installation. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que les enjeux de l'installation étaient très mal connus à la fois du grand public, mais aussi des élus locaux. Et donc, on a eu envie de leur montrer très concrètement des visites guidées par des organisations paysannes avec des porteurs de projets qui sont en train de travailler sur le terrain avec des paysans pour leur montrer les enjeux et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Notre objectif à l'échelon national ensuite, c'est de montrer la prise en compte de l'importance de la formation et de la diversité des parcours pour s'installer dans ce fameux parcours du combattant. Le dernier pôle d'action, c'est échanger et innover. Donc, c'est la mise en réseau des acteurs impliqués dans la formation et l'accompagnement à l'installation paysanne. Donc, en fait, ça part vraiment de notre expérience depuis 2015. Quand on a lancé Bioferme, on s'est très vite rendu compte que, les acteurs qui touchaient le public non issu du milieu agricole ne communiquaient pas beaucoup entre eux et que, 2, les questions et enjeux de l'installation et du renouvellement générationnel étaient très mal connus. Comme je l'ai dit auparavant. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, la formation professionnelle des agriculteurs ne permet plus de financer les formations des futurs paysans. Donc, quand on sait qu'il y a 40% qui vont partir à la retraite, ça pose question. En fait, en tant que futur agriculteur, si on veut se former, il faut s'adresser directement à la formation professionnelle de toute personne, comme vous et nous, ou faire appel au Pôle emploi si on est au chômage. Donc déjà, c'est une première difficulté pour aller se former. Et donc, pour être... Oui, Clotilde, excuse-moi, juste, et comme on a dépassé le temps, si tu veux... oui, je suis trop bavarde. C'est passionnant, mais voilà, je voulais juste t'alerter, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bah, du coup, voilà, donc pour donc on a créé un réseau qui rassemble une vingtaine d'organisations issues de tous bords, Terre et Humanisme, la ferme du Bec-les-Loing, Terre de Liens, enfin, qui seront rassemblés notamment dans le pôle Impact. C'est vraiment une première. Mais pour cette année, on a vraiment besoin justement de travailler plus spécifiquement sur la mutualisation de la diversité de ces parcours d'installation et également de la valorisation d'un parcours de compagnonnage. Voilà, les compagnons du devoir, vous devez sûrement connaître. On aimerait monter un statut tous ensemble de compagnons paysans. Et donc, pour ça, on a besoin de soutien pour structurer notre travail et être plus visible. Voilà, du coup, vu que j'ai plus le temps, je ne vous parle pas de l'agenda, mais pour vous dire, donc le projet, il s'intègre dans un projet plus long terme. Là, je vous présente vraiment que la partie de cette année 1, avec des prévisions à 2022 d'actions de mobilisation grand public, de la création d'un MOOC sur l'installation paysanne et des actions de valorisation du dialogue avec les politiques publiques pour justement faire bouger ces lignes sur l'installation. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup, Clotilde. Est-ce qu'on a des questions de l'Assemblée pour Clotilde?
A priori, c'était très clair, Clotilde, bravo. Encore une fois, tous les documents complémentaires vous aurez un accès spécifique pour pouvoir y aller. Merci beaucoup, Clotilde. Et puis, on va écouter la dernière présentation par Julien Garneau, le directeur technique d'Urbanescence. Merci, Clotilde, pour tout ça. Alors, je suis désolée, j'essaye de sortir. Je ne sais plus comment on fait. Bienvenue, Julien. Merci beaucoup. Et puis, je vous laisse la parole. Bonjour. Merci Isabelle et merci au 1% pour la planète, effectivement, de nous permettre de présenter nos projets. Donc, je vais partager l'écran. Non, c'est ça. Voilà. Je suis Julien Garneau, donc directeur technique à Urbanescence, cofondateur et urbaniste, écologue urbain et jardinier, puisqu'à Urbanescence, on est tous jardiniers. Donc, la raison d'être d'Urbanescence, c'est de mieux accueillir la nature en ville et reconnecter les citadins à cette biodiversité. On est une jeune association, on a été créé en 2017. Aujourd'hui, on est 7 bénévoles actifs à mi-temps, plus 2 services civiques à plein temps et après toute une série de bénévoles qui nous aident plus ponctuellement sur nos sites pilotes. Vous allez le voir, on a 5 sites pilotes en milieu urbain. Et on intervient principalement dans l'Est et le Sud parisien, donc Paris et Petite Couronne. Alors, pourquoi mieux accueillir la nature en ville ? L'idée est de travailler sur la ville en transition écologique et solidaire. C'est-à-dire que si on arrive à travailler sur les 5 finalités qui s'affichent sur l'écran, on a réussi la transition écologique et solidaire de la ville. Alors, ce n'est pas une mince affaire, mais nous, on a décidé de prendre le sujet par la biodiversité et justement reconnecter les citadins à cette biodiversité pour plusieurs raisons. Déjà, la biodiversité, elle est en danger. Hein, on l'a vu dans les autres présentations, je pense à Madagascar, là, mais en fin de compte, elle est en danger. Les services qu'elle nous rend sont de plus en plus dégradés. Et si on n'agit pas, on va avoir de très, très gros problèmes si on n'agit pas pour la préserver. Sur la qualité de vie, effectivement, on parle de la résilience en ce moment beaucoup et cette nature en ville peut avoir des effets pour limiter les phénomènes d'îlots de chaleur, surtout en période de canicule. Sur la cohésion et la solidarité, on utilise, nous, la biodiversité en ville comme un alibi aussi pour créer du lien social. Ça marche très bien. C'est un peu émergent en France, tout ce qui est partage d'équipements, mutualisation, mais avec les jardins, ça marche très bien. Sur l'agriculture, on a aussi un gros sujet de production et de consommation responsable et à savoir qu'aujourd'hui en ville, on peut essayer avec le périurbain, mais aussi dans l'urbain, d'essayer de retrouver des circuits courts. Donc, Urbanescence a 5 sites pilotes aujourd'hui. Donc, comme je vous le dis, vous le voyez sur la carte là qui s'affiche à l'écran, sur donc le 13e, le 12e et Montrouge. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur un laboratoire de la ville en transition. Ces 5 sites sont en totale synergie. Ils ont chacun leur spécificité et on va s'en servir pour former des gens à la ville en transition et sensibiliser un maximum de public. Et aujourd'hui, je centre la présentation sur 13 Infuse, qui est notre projet que vous voyez un peu central et un peu stratégique pour nous, vu sa position. Donc, 13 Infuse, c'est l'idée de créer à partir de la culture de plantes aromatiques et médicinales, de produire et vendre des tisanes à Paris. Bien entendu, tout ça avec l'objectif, puisque c'est notre raison d'être, de mieux accueillir et préserver la biodiversité à Paris, et enfin de sensibiliser et former un maximum de public.
Alors voilà une petite perspective, une petite vue d'intégration du projet. Donc ça se passe sur la petite ceinture de Paris, donc un peu comme les jardins du ruisseau, mais par contre nous on est dans le sud de Paris. Nous, on a besoin de 2 containers pour créer une base de vie avec donc tout le stockage du matériel, l'accueil du public et le séchoir pour les plantes aromatiques. On a également un petit train qu'on va mettre en service, qu'on a appelé le 13 Minus. C'est pour sensibiliser les enfants autour d'un parcours pédagogique. Et nous allons donc développer tout un tas parce que ça fait quand même 1400 mètres carrés. Donc on a une convention avec la ville de Paris pour 12 ans. Donc on a le temps quand même de développer un beau projet, et peut-être que en plus c'est complètement reconductible, mais déjà on est tranquille pour 12 ans. Et donc voilà, tout un tas d'activités, bon, avec en principale activité la production de plantes pour les tisanes. Je ne vous passe pas la vidéo puisque ça serait trop compliqué techniquement, mais je vous invite vraiment à aller la voir. Elle est aussi dans le lien que l'on mettra sur le drive du 1% pour la planète. Nos besoins financiers, bon, en gros, aujourd'hui, on a besoin de 33 000 €, notamment pour les containers, installer les containers sur site. Et puis, on a aussi environ 12 000 € de fonctionnement par an sur ce site, pour l'idée étant d'avoir un salarié à mi-temps sur le site. On a besoin, en gros, encore de 20 000 € cette année pour stabiliser le projet. L'objet de notre demande aujourd'hui. Donc le site, on l'a depuis novembre 2019. On a déjà fait toute une série d'aménagements, principalement sur les espaces extérieurs. L'idée étant d'arriver avec les bâtiments et les réseaux fin 2020, début 2021, et idéalement ouvrir le site au public au printemps 2021. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on a déjà des organismes, on est déjà soutenu par certaines fondations et certaines entreprises, et si elles sont là, d'ailleurs, je les remercie. Voilà, donc j'ai terminé. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que nous avons des questions de la part de l'Assemblée, ou est-ce que du coup, Julien, vous avez des choses que vous voulez éventuellement compléter, parce que vous avez été super synthétique, bravo. Vous avez bien tenu le timing, d'autant qu'on avait dépassé l'horaire officiel, mais je voulais pas, rajouter. Comme je suis le dernier, je voulais pas assommer tout le monde avec une présentation. C'est sympa. Non, ce que je peux juste rajouter, c'est que en fait, on a 5 sites pilotes, donc on a des spécificités. Là, c'est surtout donc un site un peu lié à la biodiversité de la petite ceinture qui est à valoriser, mais il faut savoir qu'on a d'autres projets qui sont par exemple dans des résidences sociales ou dans des jardins plus connectés à une maison des associations, des jardins au milieu d'un groupe scolaire. Voilà, sur les 5 projets, vous avez une diversité de projets, et donc on a accès bien sûr le soutien sur ce projet, mais si les mécènes sont intéressés par d'autres projets, on est bien entendu ouvert à d'autres typologies de projets. Super. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Il me reste à vous remercier tous les 6 pour vos présentations et d'avoir passé du temps à la fois, vous passez du temps sur le terrain, et heureusement que vous êtes là, donc merci, et puis merci d'avoir participé à cet échange virtuel et réel. Donc merci infiniment à tous. Ce que je peux vous dire, c'est du coup, si certains d'entre vous souhaitent continuer la conversation entre mécènes, je vais pouvoir extraire votre
vos adresses et éventuellement vous envoyer un lien pour continuer la conversation pendant quelques minutes qui suivent. Vous la recevrez par mail. Et puis, vous invitez surtout à assister à ces mêmes mardis pour la planète qui continuent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Giving Tuesday officiel qui suit un peu ces moments de consommation frénétique que sont le Black Friday et le Cyber Monday. Donc, le Giving Tuesday a été lancé. Donc, c'est aujourd'hui officiellement. Et on a décidé, 1% pour la planète, à continuer ces mardis. Donc, faire 3 mardis d'affilée où vous pouvez donc assister la semaine prochaine à la thématique qui s'appelle la biodiversité, son importance vitale au-delà d'un contexte de pandémie. Vous avez également les 6 projets. Aussi, vous dire que les projets qui viennent de pitcher, à partir d'aujourd'hui, leurs projets sont évidemment en ligne sur notre site et vous avez un bouton de don et ils ont 7 jours où ce bouton de don est lié à une page de crowdfunding où ils vont donc pouvoir lever des fonds, notamment du grand public, et ces fonds vont être doublés par nous, le 1% pour la planète, jusqu'à 2 000 €. Donc, c'est une sorte d'amorce. Évidemment, c'est pas la totalité des fonds demandés. C'est une amorce et c'est une façon d'impliquer le grand public. Donc, le grand public est vraiment invité à donner via ce biais-là parce que c'est la magie du doublement. Ça permet d'inciter à un don plus rapide et plus élevé. Donc, je vous recommande d'aller visiter leur page de crowdfunding. Et si vous avez un petit don, sachez qu'il sera éventuellement doublé tant qu'il ne dépasse pas les 2 000 €. Et évidemment, vous pouvez donner plus. Et puis, évidemment, les mécènes, ceux qui sont membres 1%, pour ceux qui sont au 31-12 et qui n'ont pas encore fait, en année fiscale, qui n'ont pas encore fait leur don pour l'année en cours, n'hésitez pas à soutenir ces projets-là et à écouter les projets des mardis suivants. Je vous remercie infiniment d'avoir participé. À votre disposition, l'équipe Fanny, Sonia, Chloé, Adélaïde, on est tous à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions a posteriori. Et on vous dit à très bientôt. Merci à vous 6 associations et à vos collaborateurs qui vous aidaient en coulisses. Merci à tous. À très vite.